téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous sommes à Alexandrie, au bord de la mer, afin de rencontrer Madame Yasmine Sarwat. Elle va nous parler de ses origines et sa double nationalité, nationalité égyptienne et italienne, ses souvenirs d'enfance en Italie et également pourquoi elle a choisi de continuer sa vie et de baser sa famille ici à Alexandrie. Alors commençons tout de suite. Madame Yasmine Sarwat, bienvenue à notre programme au féminin. Ravie d'être avec vous aujourd'hui à Alexandrie et au bord de la mer. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, vraiment, nous sommes ravis de vous rencontrer et d'être au bord de la mer d'Alexandrie, la fameuse Alexandrie vous êtes les bienvenus. et sa fameuse mer méditerranéenne. Et toujours, on commence notre interview avec les souvenirs de l'enfance. Vous avez des origines où vous êtes égyptienne et italienne en même temps. Oui. Vous êtes née Je suis née en Italie. en Italie et vous avez passé une période de votre enfance là-bas. Voilà. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous retenez de cette période de votre vie. Quels sont vos souvenirs? Bon, je suis née à Rome et je suis venue ici à 5 ans. Donc les 5 premières années de ma vie, c'était à Rome. Et j'en garde un souvenir excellent. C'était le bonheur absolu. Et c'était vraiment une période sans tâches. Bien sûr, il y a des tâches, mais maintenant, je ne les vois pas. Les souvenirs que j'en garde, c'est le bonheur avec une famille très unie, des rapports familiaux très soudés et une enfance très heureuse. On parle toujours de l'Italie comme étant un peuple de la Méditerranée, alors plein de chaleur. Lirons un peu des traits de la famille italienne, des aspects, des liens entre familles. Alors, on a chez nous les deux côtés, le côté égyptien, le côté italien. Bien sûr qu'il y a des liens, bien sûr qu'il y a des points communs. Et donc, l'importance de la famille, la valeur de la famille, elle est importante ici comme là. Et disons, les regroupements familiaux sont très importants en Italie, aussi bien qu'en Égypte. Et chez nous, on a la chance parce que maman, on a gardé les traditions italiennes et bien sûr, on fêtait aussi toutes les fêtes égyptiennes. Et donc, on fêtait les deux. Et donc, on pouvait fêter Noël et le lendemain, on fêtait le Grand Bayram, par exemple. On avait vraiment... C'était une petite société hétéroclite chez nous. En venant s'installer à Alexandrie, je sais que vous aviez 5 ans à l'époque, mais quand même, comment vous vous êtes intégré dans la société? Était-il facile? Disons qu'au début, c'était un peu difficile parce qu'il y a eu un certain déracinement quand même. Petit à petit, j'ai appris à m'intégrer dans la société égyptienne et je dois dire que ça n'a pas été difficile. Surtout quand on m'a inscrite à l'école Notre-Dame de Sion. Là, je me suis sentie chez moi et je me suis sentie tout de suite égyptienne. Je n'ai pas tardé à m'intégrer. Et j'ai fait des amis, je me suis sentie chez moi, voilà. Il n'y avait pas de problème. Les premiers mois, bien sûr, le déracinement en soi a été très dur, très difficile. Et je pleurais beaucoup au début parce que j'avais laissé ma famille, mes souvenirs, toute mon enfance. Mais non, petit à petit, ça s'est très bien passé. Je me pose une question à propos des études à l'université. Vous avez continué avec le français comme l'école, mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'étudier l'italien ou de continuer en italien pour se distinguer? Bon, il faut poser la question à mes parents parce qu'ils m'ont mise dans une école française, voilà. Et alors, moi, j'ai la passion de la langue française et donc je voulais continuer ma carrière dans le domaine de la littérature française, de la langue française. Et je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer l'italien en dehors de la maison. Donc ça reste la langue de la maison, mais pas du travail, pas
pas de ma carrière, voilà. La vie à Alexandrie est bien sûr différente de la vie au Caire, par exemple. Quels sont les traits essentiels de la vie au bord de la mer ici à Alexandrie? Ne serait-ce que la mer, c'est déjà bon, le trait principal d'Alexandrie. Ici, on a tendance à... On est rêveurs, les Alexandrins sont des rêveurs. Contrairement au Kérot, par exemple, c'est une ville fermée. Ici, l'air du large, l'horizon, ça encourage à rêver. Voilà, ça évite au rêve. On a ça dans le sang. On peut pas vivre sans la mer. Et il existe une forte communauté italienne ou égypto-italienne à Alexandrie? Autrefois, autrefois. De moins en moins maintenant, malheureusement. Tout le monde est parti. C'est vrai que la nouvelle génération, les jeunes, ils choisissent de partir des fois, mais vous avez choisi de continuer ici à Alexandrie. Pourquoi? Je vais à Rome en vacances, presque tous les ans, donc j'ai jamais quitté l'Italie. Mais pour moi, l'Égypte, disons que j'ai deux pays. Hein, je ne peux pas dire que j'aime l'Égypte plus que l'Italie ou l'Italie plus que l'Égypte. Mais je suis liée à l'Égypte un peu plus. Ma famille égyptienne, mes amis, toute ma vie, tout mon vécu, tous mes souvenirs, toute mon enfance, mon adolescence. Donc c'est là que je grandis, c'est là que j'ai connu le monde. C'est difficile quand même un deuxième déracinement, non, j'en veux pas. Ça va. Avant de passer à la famille, je voudrais parler de la gastronomie, de la fameuse cuisine italienne. Est-ce que vous cuisinez à l'italienne et quels sont les plats qu'on ne connaît pas et qui sont typiquement italiens? Bon, il y a par exemple les pâtes. Qu'est-ce qu'on connaît ici? 3-4 types de pâtes. Oui. Alors, il y a 380 types de pâtes en Italie. Wow. C'est déjà ça. Donc, les pâtes, ça vient en tête, bien sûr. Et on a l'habitude d'attribuer les pâtes à l'Italie et les plats principaux, la viande, le poulet, etc., à la France. Alors qu'en Italie, il y a une telle variété de plats principaux qu'on ne connaît pas ici. Par exemple, le plus connu, c'est l'ossobuco. Il n'est pas très connu en Égypte, mais c'est un plat très connu. Par exemple, la bistecca à la fiorentina, une escalope grillée à la méthode de Florence. Ça, c'est très connu en Italie, par exemple. On ne connaît pas ici. Et puis, bien sûr, les légumes, il y a beaucoup de variétés. Oui. Et vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, un garçon de 19 ans, presque 20, et une fille de 11 ans. De génération en génération, il existe des valeurs qu'on aime bien retransmettre à nos enfants. Qu'est-ce que vous aimez retransmettre à vos enfants, tirés de vos racines, tirés de vos valeurs, enseignées toujours au sein de la famille? Toutes les valeurs que mes parents m'ont léguées et qui sont très nombreuses. Tout d'abord, la cohabitation, parce que je pense que c'est très important actuellement de graver dans l'esprit des enfants comment cohabiter avec l'autre, comment respecter l'autre, le respect des différences, la tolérance. Tout ça, j'essaie de transmettre à mes enfants, bien sûr. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi comme ça. Et je pense que c'est
c'est quelque chose qui nous manque un peu dans la société actuelle. Donc j'essaie d'y remédier avec mes enfants. Des fois, c'est difficile de faire l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et également la vie familiale comme femme. Basé sur votre expérience personnelle, comment peut-on vraiment réussir cette équation, faire l'équilibre entre les deux? Tout est question d'organisation. Mais bien sûr, c'est un rythme effréné qui n'est pas facile à vivre au quotidien. On en souffre, hein, comme tout le monde. Mais on essaie de concilier les deux. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. Et si on parle d'Alexandrie, de l'authenticité de cette belle ville, qu'est-ce que vous conseillez de voir? Où aller? Quels sont les coins cachés les plus vraiment beaux à découvrir à Alexandrie? Oui, moi j'aime bien les lieux un peu oubliés, par exemple Comet Decca et les petits recoins de la station Ramleh. Hein, il faut marcher un peu, il faut se balader un peu pour les découvrir. On ne les voit pas comme ça. Et je pense que là, il y a vraiment l'esprit alexandrin, l'esprit d'autrefois. Mais sinon, la citadelle de Qaït-Bey, la mer, la corniche, ça on connaît. Et pour manger, qu'est-ce que vous conseillez aux visiteurs d'essayer de goûter à Alexandrie? Alors, tout d'abord, bien sûr, le poisson, les fruits de mer, ça va de soi. Oui. On ne peut pas être à Alexandrie sans y goûter. Et si on aime le koshari, il y a le koshari à la façon alexandrine, qui est différent de celui du Caire, je pense. Il y a aussi le foie, kebda, scandaroni, à la façon alexandrine. Je dois m'arrêter avec le koshari. Quoi d'unique à propos de koshari Écoutez, moi je l'aime pas. Mais on m'a dit... Ce sont les mêmes ingrédients ou... Non, c'est fait de façon différente. Oui. Il y a des ingrédients différents. Oui. Moi, je ne le mange pas. Ah. Mais on m'a dit que c'est très différent de celui du Caire. Et d'habitude, on aime beaucoup. On doit l'essayer. Et également, il y a d'autres plats uniques qu'on mange ailleurs qu'à Alexandrie. Par exemple, il y a quelque chose qui est très également authentique à propos des fèves, le foule d'Alexandrie. Pourquoi? Même on le nomme, le plat, foule scandaroni, les fèves à Alexandrie. Là, vous m'apprenez quelque chose. Ah, c'est vrai. Vous devez l'essayer. Elles sont différentes de celles du Caire? Oui, même ça porte le nom, les fèves à Alexandrie. Non, moi, ce que je sais, c'est que falafel, et vous appelez tarmeya, et on dit falafel. Mais les fèves, aucune idée. C'est vrai que le dialecte alexandrin s'inspire d'autres langues, d'autres communautés qui vivent à Alexandrie. Un peu de grec, un peu d'italien, il y a des mots... Oui, il y a beaucoup de mots italiens, en effet, oui, grec aussi. Comme quoi les mots qu'on emploie tout le temps qui sont d'origine italienne. Cabina, prova. Bon, je ne sais pas maintenant, mais il y en a plein, il y en a plein. Beaucoup. On peut faire tout un lexique, il y en a vraiment beaucoup. Et qui est la femme qui vous a inspiré le plus au cours de votre vie? Bien sûr, ma mère. C'est pour moi vraiment un exemple de force, de respect, de patience, de tolérance. Ma mère a joué un rôle énorme dans ma vie. Quels sont vraiment les souvenirs ou les conversations que vous retenez toujours en tête et que vous gardez et qui vraiment sont des conversations ou des principes à suivre inspirés de votre mère? Maman me racontait, parce qu'elle est venue bien avant moi, elle s'est installée à Alexandrie dans les années 60, quand Alexandrie était une ville cosmopolite, hétéroclite. Et donc elle a connu l'Alexandrie d'autrefois.
Et donc elle me racontait toujours comment ici on vivait à l'européenne, même s'il y avait toujours cette identité orientale, mais il y avait une certaine liberté qu'on n'a plus de nos jours. Et il y a plein de récits à ce sujet. Elle me racontait plein de choses. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Alors, toujours de ne pas juger les autres. J'ai appris cela de ma mère et de mon père, les deux. Et j'essaie de transmettre cela à mes enfants. Passons à la facette professionnelle de votre vie. Vous êtes maître de conférences, ça veut dire de lettres françaises, ça veut dire beaucoup d'études, une vie académique vraiment vraiment chargée. Alors parlez-moi un peu de ce domaine de travail et est-ce que vous avez recours à la nouvelle technologie au fur et à mesure du travail? Alors moi j'enseigne la langue et la littérature française au département de français et je pense que c'est un travail passionnant. Moi, c'est une passion pour moi. Donc j'essaie dans la mesure du possible de transmettre ma passion aux étudiants parce que les études humaines, les sciences humaines, on a tendance à les sous-estimer un peu, surtout dans la société actuelle. On dit que ça ne sert pas à grand-chose, on a besoin d'études scientifiques. Oui. Tandis que moi je pense sincèrement que l'épanouissement de l'être humain, c'est la condition essentielle à l'épanouissement d'une société. Et donc j'essaie de transmettre cela à mes étudiants. Et on compte beaucoup sur la recherche, sur la lecture, sur les livres, les anciennes bibliothèques, les anciennes méthodes. Mais évidemment, les nouvelles technologies jouent un rôle primordial. De nos jours, on a la capacité de consulter une bibliothèque à l'autre bout du monde. Ça, c'est une mine d'or. Mais on ne peut pas se limiter à cela. Alors, l'étude des langues, de la littérature et des sciences humaines en général nécessite vraiment qu'on utilise le livre en soi, le livre matériel. Si on le met de côté, on perd le 50% de la culture, le 50% du plaisir. Et on ne peut pas se limiter aux nouvelles technologies, mais ça aide. Et comment vous voyez la nouvelle génération? Des fois, il y a des critiques que cette génération ne veut pas vraiment faire l'effort, on veut réussir avec le moindre d'effort et on n'est pas motivé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est certain, oui, il y a une baisse de motivation au niveau des étudiants. Mais je ne pense pas que... je pense que c'est à échelle mondiale. En Égypte, de façon particulière, évidemment, les étudiants tendent vers... ils veulent arriver au but sans effort, ça c'est vrai. On essaye de les motiver dans la mesure du possible. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de les inciter à lire, par exemple, de les inciter à tenir un livre en main. Ils n'ont pas envie. Ils veulent utiliser les réseaux sociaux, ils veulent utiliser le portable, l'ordinateur, et c'est tout. Et donc c'est notre rôle aussi de les motiver un peu. À part le travail, je crois que vous consacrez également beaucoup de temps à pratiquer des activités et également à encourager vos enfants à suivre des activités, des hobbies. Ils sont talentueux. Comment vous faites? Oui, j'essaye de cultiver la créativité. Pour moi, c'est plus important qu'une bonne note à l'école. Je ne suis pas du genre perfectionniste. Je n'ai jamais demandé à mes enfants d'être les premiers de la classe, par exemple. Je leur dis, faites ce que vous pouvez
sans vous tuer, parce que ça ne sert à rien d'avoir des 10 sur 10, d'être les premiers de la classe et de tuer l'imagination. Donc ma fille, c'est quelqu'un de créative, par exemple, mon fils aussi. Ils sont très créatifs et j'essaie d'encourager cela. Quelles activités pratiquent-ils, votre fils et votre fille? Alors mon fils, il a la passion du cinéma. Il a toujours eu cette passion depuis qu'il était tout petit. Et il est étudiant à l'Académie maritime, faculté des médias. Et donc il est spécialisé en cinéma, montage, réalisation, etc. Très bien. Et ma fille, elle fait de la danse contemporaine. Mais c'est quelqu'un qui a plusieurs talents. Elle chante, elle fait du théâtre, elle a des talents d'actrice, elle a beaucoup de talents. Chacun d'entre nous possède des peurs, des craintes dans sa vie. Quelles sont vos peurs et vos craintes? Alors, mes craintes sont centrées sur mes enfants. En tant que maman, on pense toujours à nos enfants. J'ai vraiment envie qu'ils soient élevés dans une société plus tolérante, plus respectueuse de l'autre. Et ça, j'empathie beaucoup. Et il y a toujours ce décalage entre les valeurs que j'essaie de leur inculquer et ce qu'ils côtoient. Il y a toujours ce décalage-là. Et ils en souffrent. Et moi, j'en souffre à mon tour. Ça, c'est ma plus grande crainte. C'est vrai qu'on aime bien élever les enfants avec des valeurs et des principes qu'on a reçus de notre famille. Vous, pour vos enfants, quelles sont les valeurs que vous aimez bien les enseigner? Il faut surtout travailler sur leur confiance en soi. Et c'est très important. Parce que si on est confiant, si on est sûr de ce qu'on fait, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place et on peut réagir aux réactions négatives des autres. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, familial ou pour l'Égypte en général? Alors, au niveau personnel, disons que j'ai des rêves qui sont liés à l'écriture, parce que j'ai la passion de l'écriture. Et j'écris beaucoup depuis que j'étais toute jeune. Et donc, j'ai beaucoup de textes dans les tiroirs ou bien sur les divers sites d'Internet. Et j'ai jamais pensé à les publier. Donc, je rêve de les publier. Vous écrivez en quelle langue? En français, toujours en français. Oui. En arabe un peu, mais toujours en français, surtout en français. Et j'ai beaucoup de textes qui attendent d'être publiés. Et il faut que je m'y mette vraiment. Peut-être un jour. Disons, au niveau de l'Égypte, c'est un rêve utopique, celui de retrouver l'Égypte d'autrefois. L'Égypte dont me parlaient mes parents. L'Égypte cosmopolite, ouverte, respectueuse de l'autre. L'Égypte des valeurs, de vivre ensemble, de la tolérance. Voilà, c'est mon plus grand rêve. Basé sur votre expérience personnelle, quelle est votre vision, votre avis de la femme égyptienne? La femme égyptienne, je pense que c'est une femme qui a un potentiel énorme, énorme. Et elle le prouve même dans des circonstances difficiles, à travers la force, la patience, la capacité à s'intégrer, à construire une famille. Mais c'est une femme qui est étouffée, voire même anéantie par plusieurs facteurs, par la souveraineté de la communauté masculine, par exemple, par le regard des autres, par la fausse interprétation de la religion, par les chaînes sociales. Mais quand elle a la possibilité de s'épanouir, elle le fait avec excellence, elle le fait vraiment bien. Et on a des exemples de femmes éminentes en Égypte qui
qui ont eu la chance de grandir, d'évoluer dans des circonstances un peu différentes, et donc elles ont pu s'affirmer. Madame Yasmine Sarwat, à la fin de notre interview de la part de Au Féminin, je vous remercie infiniment. Merci. Chers téléspectateurs, c'était notre édition au bord de la mer d'Alexandrie avec Madame Yasmine Sarwat. Merci pour votre attention et à la prochaine édition et un nouveau modèle au féminin.